Bienvenue à tous. Cette fois-ci, on fait un webinaire sous forme de réunion parce que on va parler du sujet de comment manager à distance et donc ça va être une session assez collaborative. Donc c'est pour ça qu'on a changé un petit peu le format. Merci à ceux et celles qui sont souvent présents à plusieurs de nos rendez-vous qu'on retrouve chaque semaine. C'est vraiment un plaisir de voir que vous revenez. Donc, c'est sûrement qu'on vous apporte de la valeur et c'est quelque chose de très important pour nous. Donc, merci à ceux qui sont là souvent et puis merci aussi à ceux qui sont là pour la première fois. J'espère que ça vous plaira et que vous reviendrez les prochaines fois. Nous, WIM, comme vous le savez, on est une communauté de consultants indépendants. On met les consultants en relation avec des clients, donc qui peuvent être des grands groupes, des PME ou des startups et des fonds d'investissement. Mais on est aussi une communauté qui avons à cœur de développer les compétences des consultants qui nous font confiance. Et donc, c'est vraiment le sujet de ces webinaires. D'habitude, on est content de vous retrouver tous les mois en présentiel. Ça reviendra sûrement bientôt. Mais en attendant, voilà, on est ravis de montrer aussi, de mettre en avant les experts de notre communauté et puis de vous apporter de nouvelles connaissances chaque semaine. Donc, cette semaine, nous avons une experte, et je suis très contente d'avoir une experte, j'avoue, qui est Virginie Sachs, qui a eu 10 ans d'expérience dans le conseil et dans des fonctions de direction générale et qui anime des ateliers et séminaires collaboratifs pour les managers et leurs équipes. Donc, sa passion, c'est de s'appuyer sur les richesses inépuisables du collectif. C'est pour ça qu'elle a insisté pour qu'on ait une réunion et donc qu'on puisse travailler sous format collaboratif. Et en cette période de crise, Virginie accompagne les managers et consultants sur la gestion d'équipes et de projets à distance. Donc, animation de réunions et d'ateliers de travail à distance, revue des rituels, des tableaux de bord, outils de management et d'équipes à distance. Et Virginie nous fait l'honneur d'être là parce qu'elle est très occupée en ce moment. Depuis quelques semaines, elle anime quotidiennement des ateliers de 10 à 70 personnes avec des publics variés et elle a accompagné sur des sujets aussi bien opérationnels que stratégiques de très grands groupes. Donc, on est vraiment content de pouvoir avoir son expertise et qu'elle partage les meilleures pratiques qu'elle a pu voir émerger durant les dernières semaines avec nous. Voilà, à toi Virginie. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons effectivement parler du management à distance et de collaboration à distance. Et comme il n'était pas pensable pour moi de parler de collaboration sans le faire vraiment, j'ai effectivement insisté pour que la réunion soit une réunion et pas un simple webinaire. Donc on va avoir dans le déroulé de l'heure que nous passerons ensemble, une partie pendant laquelle je vais partager avec vous des bonnes pratiques, des convictions. Et puis, à peu près dans une demi-heure, donc à 16h40, on commencera un format plus collaboratif et je vous ferai expérimenter courtement, mais néanmoins, on le fera, la collaboration à distance pour pouvoir la reproduire ensuite dans vos projets. Alors, le management à distance, Isabelle Champry, tu peux commencer à partager la présentation. On parle aujourd'hui de management à distance. Alors, qu'est-ce que c'est ? On va commencer avec un chiffre, 62. 62%, c'est le nombre de Français, ou la proportion de Français qui voudraient faire davantage de télétravail après le confinement. C'est un fait. Seulement, le management à distance, ça n'est pas uniquement du télétravail. C'est bien plus que ça. Le management à distance, c'est le management que nous avons vécu tous au cours des dernières semaines. C'est un management de crise majeur qui interroge tous nos repères, tous nos réflexes, qui accélère le temps, les opportunités, les échecs aussi, et qui se situe dans un environnement très volatile dans lequel il se trouve que 100% de nos échanges, un peu moins à partir du 11 mai, se sont faits à distance. Notre conviction, c'est donc que la crise a généré si vite de telles pressions sur le management traditionnel, des pressions externes et internes, qu'elle invite nécessairement un nouveau modèle de management. Et ce management à distance dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le management d'après,
qui interroge nos habitudes, nos réflexes, avec une accélération du temps et des courbes d'apprentissage extrêmement rapides. Donc, pour comprendre ce nouveau management à distance, il faut comprendre effectivement les contraintes qui pèsent sur le management aujourd'hui et qui l'amènent à changer. Ce sont des contraintes donc, qui proviennent de l'extérieur, la mobilité, pas plus de déplacements à plus de 100 km, qui vont donc inviter à conserver une certaine distance et pendant encore plusieurs semaines. La fatigue des collaborateurs, une fatigue physique du confinement, une fatigue virtuelle également. Des difficultés financières des entreprises qui cherchent à réduire des coûts et donc des dispositifs de collaboration également moins coûteux et des nouvelles attentes clients qu'il faut intégrer au plus vite. Et puis, il y a également des contraintes qui viennent de l'intérieur, des dirigeants et des collaborateurs eux-mêmes. Et ces points-là, ce sont vraiment des points qui ressortent à chaque fois que j'anime un atelier collaboratif avec des dirigeants. Tous ces points sont donc issus d'ateliers que j'ai animés au cours des derniers jours, du 30 avril jusqu'au 5 mai. Ce sont des contraintes qui viennent de l'intérieur, donc des collaborateurs qui souhaitent poursuivre le distanciel dans une certaine mesure et quand la fonction le permet, qui souhaitent plus d'agilité, de collaboration dans leur modalité de travail, non pas parce que c'est sympa de faire du collaboratif, mais parce que ça fonctionne et qu'on l'a vu au cours des dernières semaines, et j'y reviendrai. C'est aussi de nouveaux outils qui sont pleinement appropriés par les équipes ou qui souhaitent se les approprier. Et puis, c'est un retour à soi et aux autres qui est également très présent. C'est donc pour toutes ces contraintes et ce contexte que le management à distance, ou en réalité demain un management hybride entre distance et présence, doit s'adapter et devient le management du monde d'après, donc le management d'après dans mes mots. Par conséquent, je voulais évoquer avec vous aujourd'hui deux thématiques, le nouveau modèle de management et faire un focus sur la collaboration à distance et toutes les techniques que vous pouvez mettre en œuvre pour faire collaborer des équipes. Alors, un nouveau modèle de management. Le management, vous le savez, c'est la capacité à mobiliser des équipes, des femmes et des hommes, en vue d'un résultat et autour d'un projet. Pour cela, vous repartez des objectifs, de la mission qui génère l'alignement des uns et des autres. Ces objectifs évoluent en fonction des périodes de votre activité, et en ce moment, ça s'enchaîne particulièrement vite. Ils sont soutenus par des pratiques, une organisation, des outils, des rituels. Toutes ces pratiques sont à revisiter à l'aune d'un nouveau modèle de management qui tente de répondre aux contraintes externes et internes que nous avons évoquées. Donc, un contexte en particulier incertain, un besoin d'autonomie et de rapidité. Isabelle, si tu peux passer le slide suivant, donc ces objectifs, cette gouvernance, ces projets sont traditionnellement visibles dans une feuille de route que vous cadencez en fonction des périodes de votre activité. Et vous voyez que sur cette feuille de route, j'ai indiqué en bas un nouveau modèle de management. À chaque période, vous allez revisiter vos pratiques managériales avec ce management à distance, ce management d'après, qui vous permettra de revisiter l'ensemble de vos rituels et de votre gouvernance. Alors, les dimensions principales de ce management, qu'est-ce que c'est? Pour répondre aux contraintes qu'on vient d'évoquer, donc qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, nous avons dégagé 4 dimensions essentielles. Ces dimensions, ce sont des curseurs en réalité sur lesquels vous allez vous adapter vos pratiques managériales en fonction de vos objectifs, mais aussi en fonction du moment. Par exemple, la première dimension, c'est la direction que vous donnez. En tant que manager, vous donnez un cap, vous donnez l'objectif. Vous ne le donnez pas tout le temps. Il a été, au début du confinement, les équipes étaient dans un état de sidération dans lequel il n'était pas possible de donner un cap business. Mais de manière générale, le manager donne une direction. Et quand il la donne, dans un temps de crise, c'est extrêmement important. La deuxième dimension dont je voudrais parler pour ce management, c'est la présence. Le concept même de distance nous interroge
sur les moments auxquels le manager doit ou non être présent à son équipe. Doit-il être présent, oui ou non? Et si oui, doit-il être présent à distance ou physiquement? C'est un choix que tout manager va devoir faire à partir du 11 mai, et ce pendant plusieurs semaines. L'autonomie de chacun, c'est une évolution naturelle du management ces dernières années, accentuée par la période que nous venons de vivre et par le souhait même des collaborateurs qui expriment la volonté de garder une autonomie et la confiance qui s'est établie au cours des dernières semaines. Et enfin, le degré de collectif et de collaboration que le manager souhaite impulser à un instant T. Ce schéma présente des dimensions qui sont des dimensions habituelles du management et qui sont exacerbées dans le temps que nous vivons, qui est un temps de crise majeure et qui se fait quasiment intégralement à distance. C'est un outil à disposition du manager. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le degré de présence, d'autonomie, de collectif et de cap dépend du manager, de ses équipes et de la période dans laquelle il se trouve. Par exemple, on a vu fleurir au début du confinement un certain nombre de très bonnes pratiques du management à distance. Parmi ces bonnes pratiques, le café virtuel qui permettait aux managers de rester proches de ses équipes et de se calquer sur ce qui était vécu en présentiel au moment où ces équipes pouvaient se rendre au bureau. Un manager qui est donc en début de crise, avant de cette bonne pratique, son équipe avait l'habitude de se retrouver pour prendre un café avant de commencer à travailler. Il n'était généralement pas présent parce que lui-même arrivait plus tard. Et au début du confinement, il se dit « j'ai besoin de mobiliser mes équipes, j'ai besoin qu'elles soient sur le pont. Je vais donc proposer un café virtuel à 8h30 le matin auquel je serai présent pour maintenir la cohésion de l'équipe. » Et donc, il organise tous les matins un café virtuel à 8h30. Il donne donc une direction très claire. Il a besoin de mobiliser ses équipes. Il est lui-même présent. Il demande du collectif. Il demande à ce que tout le monde soit présent. En réalité, si le manager propose un café virtuel et qu'il l'organise, l'équipe est globalement présente. Et il laisse assez peu d'autonomie. 8h30, c'est assez impératif comme horaire. Ça ne convient pas à tout le monde. Vraisemblablement, l'intention est très bonne. Mais ce manager fait quelques faux pas. Parce qu'au moment du début du confinement, eh bien, donner un cap business est très difficile, voire malvenu. Le manager n'était lui-même pas présent au moment de ces cafés spontanés le matin où l'équipe avait besoin de se retrouver et d'échanger librement ensemble. Il change donc complètement, il est maintenant présent et sa présence n'était peut-être pas souhaitée. Il laisse un faible degré d'autonomie à un moment où les collaborateurs ont besoin de se retrouver, de retrouver leurs repères, en particulier personnels, parce qu'à 8h30, ils sont chez eux, peut-être avec leurs enfants. Et il impose un collectif qui se génère spontanément, mais en réalité, si l'un des collaborateurs n'a pas envie de se joindre au café, dans la vraie vie, il ne s'y joint pas. Donc en réalité, en adoptant cette bonne pratique qui est l'alpha et l'oméga du début du confinement, le manager peut faire des faux pas. En réalité, il aurait simplement pu dire, et c'est le slide suivant, il aurait simplement pu dire, voilà, vous aviez l'habitude de vous retrouver, n'hésitez pas à continuer à le faire, je n'ai pas besoin d'être présent, je peux initier le premier café si vous le souhaitez, mais c'est vraiment un moment pour vous. Je peux le proposer à 8h30 parce que c'est un horaire qui me semble être le meilleur, mais si vous avez envie de changer l'horaire, faites-le, je vous invite simplement à le faire et je serai ravie d'être avec vous si vous le souhaitez. En réalité, il ne donne pas de cap parce qu'il ne peut pas, il n'a pas besoin d'être présent, donc il ne l'est pas, sauf si ça lui fait plaisir une fois, mais il est conscient du fait que l'équipe a besoin de se retrouver de manière autonome et libre. Tout ça pour dire quoi ? C'est qu'en réalité, il n'y a pas de meilleure pratique du management à distance. Il y a la bonne pratique qui convient au modèle de management que vous souhaitez adopter à un instant T. Le café virtuel, oui, très bien, mais le dispositif que vous allez mettre en œuvre doit correspondre au degré de présence que vous souhaitez mettre, à l'autonomie que vous souhaitez accorder à vos collaborateurs,
au degré de collectif qui est souhaité et nécessaire et au cap que vous voulez donner. 2 semaines après le début du confinement, c'était un moment de retour à soi très fort, où là, le café virtuel était peut-être moins souhaité et où là, le manager avait besoin d'être présent en individuel auprès de ses collaborateurs pour comprendre leurs questionnements, leurs attentes et leurs interrogations individuelles. C'est donc un moment très différent dans lequel le manager revisite ses pratiques. Il revisite véritablement son modèle de management. Et c'est donc le slide suivant où je vous invite vraiment pour ce nouveau modèle de management qui n'est pas révolutionnaire mais qui accentue les dimensions essentielles du management à séquencer les semaines et les mois qui vont venir à partir de mai et jusqu'à décembre parce que cette situation très particulière de crise va durer. Je vous invite à séquencer vos périodes, à clarifier vos objectifs, vos jalons, à imaginer quel sera le contexte de votre équipe à un instant donné et à adapter votre modèle de management, vos rituels ou la façon dont vous les animez. Vous n'êtes pas obligé de changer, donc d'adopter de nouveaux rituels ou d'en abandonner certains, mais simplement de modifier le dispositif en fonction du degré de direction que vous voulez donner, de présence, d'autonomie et de collectif. Aujourd'hui, les entreprises sont dans un moment de reprise. Elles ont besoin d'affirmer un cap. Donc là, sur ce schéma, le degré de direction est très fort. Elles ont besoin d'être présentes. Les managers sont présents auprès de leurs équipes. Ils ont besoin de collectif, c'est-à-dire que les dispositifs invitent les collaborateurs à se joindre. Et s'ils laissent un certain degré d'autonomie et de responsabilisation, ils ont aussi besoin aujourd'hui de KPI, de reporting plus cadré pour savoir où ils en sont de la reprise. Donc les dispositifs qu'ils vont choisir aujourd'hui sont très différents d'il y a 6 semaines. Ils sont plus cadrés pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Donc vraiment, c'est un nouveau modèle de management, ce management à distance. Ça n'est pas juste du télétravail. La distance est en filigrane de tout ça, mais elle ne crée rien de nouveau dans ce management. C'est une accélération des évolutions. Je vous transmettrai une liste de ressources et de bonnes pratiques que vous pourrez scanner à l'aune de ce modèle de management. Mais encore une fois, il faut les adapter à votre intention du moment. Il y a une dimension essentielle dans ce schéma sur laquelle je voudrais revenir maintenant. C'est ce degré de collectif et donc de collaboration. La collaboration à distance a fait ses preuves au cours des dernières semaines dans l'urgence que nous avons connue et l'accélération du temps. Il nous a fallu, et il nous faut toujours, produire des contenus et des livrables concrets, rapidement et utiles immédiatement. Le livrable parfait que vous allez concevoir pendant des jours et des semaines sera toujours parfait et prêt pour hier. Mais aujourd'hui, on a besoin de le diffuser immédiatement pour qu'il soit utile dans un contexte changeant extrêmement vite. Et de nombreuses organisations, pour cette raison, des PME aux grands groupes, ont adopté des fonctionnements tout à fait agiles, itératifs et collaboratifs, non pas parce que c'est sympa, mais parce que ça fonctionne pour produire simple, vite et bien. Et la collaboration, ça n'est pas inné, ça ne naît pas avec une visio. Collaborer efficacement, c'est une question de dispositif, de technique. Et c'est pour ça que je voudrais faire un zoom sur ce sujet, qui est aussi mon quotidien depuis quelques semaines à distance. Eh bien, comment fait-on pour collaborer efficacement à distance ? Alors, on l'a dit, la rapidité est un must pour répondre à un temps plus rare, mais aussi parce que les contenus doivent être utiles immédiatement. Les techniques d'animation dont vous avez besoin doivent permettre de soutenir la créativité et la productivité des équipes. En gros, passer de la réunion Zoom séquentielle et linéaire de 3 heures où tout le monde soupire à la fin, au workshop concret, accéléré d'1h30, à l'issue duquel on obtient un réel livrable. Donc les modèles de réunion qui sont les nouveaux modèles, ce sont des temps de travail courts, avec des itérations rapides et apprenantes. C'est le slide suivant, dans lequel chacun apprend et apprivoise des outils
où l'on produit tout de suite et ensemble. On partage spontanément des compétences, des expertises. Donc, c'est vraiment des réunions de travail qui sont courtes, 1h30, 2h maximum, avec des itérations. Donc, on va revenir sur les mêmes sujets et construire sur ce qu'on avait produit il y a quelques jours ou quelques semaines. C'est extrêmement apprenant pour les collaborateurs qui non seulement montent en compétences sur les techniques de collaboration et qui sont de plus en plus à l'aise et où on les voit prendre la main sur des réunions, rentrer dans des dynamiques beaucoup plus positives, de partage beaucoup plus poussé, beaucoup plus rapide. C'est également un moment où les collaborateurs eux-mêmes proposent de partager des expertises qui étaient parfois méconnues de leurs collègues. Donc ce sont des temps de travail qui sont intenses et très riches. On parlait également d'autonomie tout à l'heure. Pour que chacun produise le plus rapidement possible et le plus librement possible, il faut donner un cap, donner un cadre, d'autant plus clair pour que chacun soit libre. Ça veut dire que ces temps de travail, ces réunions doivent être très soigneusement préparées. Vous allez prendre plus de temps en amont pour préparer chaque itération, les templates, les présentations, les objectifs, les consignes. Tout doit être extrêmement bien préparé pour obtenir en aval un livrable concret à l'issue de l'heure et demie de discussion. Donc ça demande plus de préparation, mais c'est ce qui permet d'avoir des livrables de meilleure qualité du premier coup. C'est un grand groupe qui utilise cette expression que je trouve extrêmement parlante. Pour collaborer à distance, il faut offrir de la freedom within a frame, donc de la liberté dans un cadre. Une fois que le cadre est posé et s'il est bien posé, la liberté est extrême. C'est exactement ça qu'il faut, et donc de la préparation au départ. Enfin, on parlait de rapidité et d'instantanéité. C'est ce dont on a besoin pour les données que nous utilisons pendant ces ateliers. Ce sont des données quasiment en temps réel. Les données de la semaine dernière sont vraisemblablement obsolètes aujourd'hui. En tout cas, elles le seront la semaine prochaine. Et le partage de savoir-faire et de ressources ou de livrables doit être immédiat pour l'ensemble des collaborateurs et de leur réseau. Le livrable qu'on va produire aujourd'hui pour aider les entreprises à reprendre leur activité est valable aujourd'hui, éventuellement la semaine prochaine, éventuellement. Mais la semaine prochaine, vraisemblablement, on produira un autre livrable qui leur sera plus utile. Donc tout est immédiat. Le temps s'accélère réellement. Ces dispositifs de collaboration à distance ont aussi un autre atout, c'est de répondre à la contrainte financière des entreprises. Ce sont en général des dispositifs qui sont faciles à concevoir, peu onéreux et démocratiques dans le sens où tout collaborateur concerné peut se joindre ou profiter de livrables concrets et diffusables à tous très rapidement. Donc ces dispositifs de collaboration, ce ne sont pas de simples visios. C'est vraiment une réflexion et un dispositif conçu à l'avance pour permettre la collaboration. Avant de passer à une expérimentation de cette collaboration et des outils que vous pouvez mettre en œuvre, auxquels vous pouvez avoir recours, il y a donc quelques principes clés que je voulais évoquer avec vous. Le premier, et on l'a évoqué au départ, c'est de préparer très soigneusement l'atelier. Templates et consignes doivent être prévus, prêts et clairs. Sinon, vous perdez vos participants, ils se posent des questions, ils n'ont pas compris la consigne, ils vont prendre 15 minutes ou 20 minutes sur un temps de travail de 20 minutes à clarifier ce qu'ils doivent faire. Vous avez perdu toute la valeur et la richesse de l'échange. Donc, préparez très soigneusement l'atelier. Gérer la technique. On va le voir par la suite, la technique n'est pas tout. Mais à partir du moment où vous la maîtrisez, tout devient beaucoup plus simple. Et la technique peut générer une certaine frustration ou un certain stress pour vous et pour les participants. Donc, testez-la. Idéalement, soyez deux, un binôme pour gérer la technique et un binôme, et une personne pour gérer la technique, une personne pour faciliter. C'est vraiment la meilleure des situations. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Isabelle. C'est donc un rôle extrêmement important de gérer la technique.
Assurer une excellente écoute. Puisqu'on ne se voit pas, puisqu'on n'est pas à côté, on doit s'écouter. Sans langage non verbal, on ne se voit pas. Certains participants n'ont pas de caméra, n'ont pas de vidéo pour préserver leur connexion Internet et la bande passante. Donc, l'écoute doit être particulière. Et c'est un atout. Donc, écoutez-vous, communiquez d'autant mieux pour être entendu. Adaptez la temporalité, on l'a dit, des réunions courtes, des pauses fréquentes, soit libres, soit suffisamment longues pour que chacun puisse vaquer réellement à ses occupations. Ce que je fais souvent, c'est dans des temps de travail individuels qui devraient durer 20 minutes, je les allonge à 30 ou 35 minutes au cours duquel je dis aux participants, voilà, vous avez un temps de travail individuel qui va durer 35 minutes, mettez votre chrono, on se retrouve dans 35 minutes, prenez une pause au moment où vous le souhaitez. Et c'est une vraie pause. Levez-vous, allez marcher, faites autre chose. Extrêmement important pour limiter la fatigue visuelle. Soignez l'accueil. Les participants de vos ateliers ont besoin de contact. On ne se voit pas. On n'a plus ces échanges informels. Donc le moment de l'inclusion et de l'accueil ne doit vraiment pas être négligé. Même si vous faites un atelier de 1h30, passez 10 minutes à accueillir les participants. Laissez-leur 5 minutes pour arriver et 5 minutes vraies pour se dire bonjour et se dire comment ils vont. Vous pouvez utiliser l'outil Converser, par exemple, de Zoom pour demander aux participants, sur une échelle de 1 à 10, où est leur niveau d'énergie. Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 4? Bon, ça permet d'échanger et de poursuivre en général l'échange en individuel après. Soignez l'accueil. Et enfin, soyez indulgents. Le télétravail que nous connaissons aujourd'hui, cette distance, elle va durer. Certains ont des enfants, on est tous dans un environnement qui n'est pas nécessairement un environnement propice toujours au travail. Il y a du bruit, il y a des interférences, c'est normal. Plus vous intégrez la contrainte comme un paramètre, plus vous intégrez même cette contrainte comme une caractéristique de vos réunions sur lesquelles vous allez vous appuyer. Il m'est arrivé vraiment de m'appuyer sur les jouets des enfants pour prototyper une idée. Plus cette indulgence et l'environnement que vous allez créer sera propice à la créativité parce que chacun se sentira inclus dans son environnement personnel. Voilà les quelques principes. Et puis au-delà des principes, évidemment, il y a les outils. Alors choisir des bons outils, c'est essentiel. Ils partent de l'objectif que vous avez pour votre échange. En général, les outils que vous allez choisir sont simples et connus de tous. Si votre équipe a l'habitude d'utiliser Teams, utilisez Teams, qui est un outil pour se voir et se parler. Si ils ont l'habitude d'utiliser Zoom, très bien, comme on le fait aujourd'hui, utilisez Zoom. Le plus important, c'est la simplicité pour les participants. 3 outils en général, c'est bien, c'est le max. On peut faire 4, ça devient compliqué, il ne faut pas le faire sur 1 heure. Il y a 3 outils, un outil pour se voir et se parler, aujourd'hui c'est Zoom, un outil pour produire, distinct, et un outil en général pour converser, que nous n'avons pas aujourd'hui, mais qui peut être un chat d'entreprise, WhatsApp, pour faire une hotline technique, ou en tout cas échanger en dehors des temps de réunion. Attention aujourd'hui à l'écart d'appropriation des participants sur les outils. Il y a 6 semaines, de manière générale, on était tous novices. Aujourd'hui, certains participants connaissent très bien les outils, d'autres beaucoup moins, et il faut donc aligner l'ensemble des participants autour des outils que vous utilisez, sachant qu'il y a un écart entre tous. Vous pouvez par exemple, quand vous faites des sous-groupes, et ce qu'on va faire tout à l'heure, inviter les participants à s'entraider sur les outils que vous utilisez. Certains connaissent très bien, d'autres moins. Et c'est normal. Alors, pour rentrer un peu dans le détail de ces outils, se voir et se parler, ma préférence, c'est Zoom, parce que c'est un outil qui est utilisé par chacun à la fois à des fins professionnelles et personnelles. Donc, on s'améliore et on s'approprie l'outil de diverses manières. C'est un outil qui est très largement utilisé. Présentez toujours l'outil quand vous vous connectez. Donc,
Par exemple, au moment où nous allons commencer à échanger, je vais vous le dire maintenant, vous pouvez désactiver ou activer votre micro en bas à gauche de votre écran. Vous pouvez également désactiver ou activer la vidéo en bas à gauche de votre écran. Sentez-vous libre de le faire. La vidéo activée permet de se voir et c'est sympathique. La vidéo désactivée permet non seulement de préserver votre bande passante, mais permet aussi de désinhiber certaines discussions. Et c'est parfois extrêmement bénéfique. Donc, vous pouvez donner des indications d'un côté comme de l'autre. Les sous-groupes que nous allons faire tout à l'heure, vous pouvez effectivement les créer pour que des participants échangent. En général, 5 personnes par sous-groupe, c'est le bon nombre. Ça permet à chacun de prendre la parole. Ça permet aussi, si un participant a envie de faire une pause, ça lui permet de le faire. 5 participants, c'est ma norme. Laissez les participants, en tout cas, libres de l'utilisation de l'outil et en particulier sur la vidéo. Ne leur imposez pas de mettre une vidéo s'ils n'en ont pas envie. Zoom, pour se voir et se parler. La salle d'attente, un point intéressant que nous avons mis en place aujourd'hui, c'est à la fois une bonne pratique pour la confidentialité de vos échanges et également pour éviter que des participants se joignent et interrompent la discussion en plein milieu d'un atelier, comme on rentrerait difficilement en plein milieu d'une réunion en ouvrant la porte. Pour produire, on a 2 options principales, en tout cas les 2 options principales, c'est Google Slide ou Google Doc, donc les documents collaboratifs de Google, ou Klaxoon. En gros, les Google Doc jusqu'à 30 participants. Au-delà de 30 participants, un Google Document ne peut plus accueillir de participants en même temps. Ça devient difficile. Klaxoon pour plus de 30 participants et pour des réunions de créativité comme on va l'utiliser tout de suite. Dans tous les cas, ce qui est extrêmement important, c'est d'utiliser le même document au fil des discussions si elles sont suivies. Vous pouvez toujours garder le même Google document auquel vous ajoutez les slides. Vous pouvez garder le même espace sur Klaxoon que vous rouvrez à chaque discussion qui porte sur le même sujet. Vous enrichissez. C'est la notion d'itération. Vous itérez sur toujours les mêmes contenus. Et sur la production, mon conseil, c'est vraiment de lâcher prise parce que le livrable que vous aviez imaginé, conçu en collaboratif, ne ressemblera pas au livrable de départ. Il ressemblera à un livrable différent qui sera en général plus riche que ce que vous aviez prévu. Donc, c'est vraiment un exercice de lâcher prise qui en général est très grisant parce que les livrables sont concrets, répondent aux questions brûlantes de chaque collaborateur qui a contribué. Une bonne pratique sur Klaxoon qui n'est pas possible sur Google Slide, ou plus difficilement, c'est de permettre à chaque collaborateur de liker, ou en tout cas d'indiquer les idées et les contributions qu'il préfère pour pouvoir prioriser et passer dans un vrai moment d'action. Enfin, un outil pour converser en dehors de toute chat d'entreprise. Ma préférence, c'est WhatsApp. Donc, si vous le pouvez, créer des communautés de collaborateurs ou d'utilisateurs, soit sur une thématique, soit sur un atelier que vous avez organisé. Typiquement, sur les ateliers que j'anime avec 70 personnes, je crée un groupe WhatsApp pour gérer la outline technique pendant l'atelier. Si certains participants sont déconnectés, ils peuvent le dire par WhatsApp, mais aussi pour continuer les discussions après l'atelier. Donc, je crée des communautés qui peuvent durer dans le temps ou s'arrêter très peu de temps après l'atelier. Ça dépend du sujet. Dans tous les cas, j'ai besoin de créer ces moments d'échange qui peuvent durer après le temps Zoom. Et enfin, peut-être le conseil le plus important que je peux vous donner, c'est de rester zen par rapport à la technique en particulier. C'est du live. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est comme si vous étiez en live sur une chaîne télé. C'est un JT. Jamais, rien ne se passe jamais comme prévu. Et c'est très sympa comme ça. Donc en réalité, plus vous êtes serein, plus l'atelier se passe bien. Et c'est un vrai conseil. À partir du moment où le facilitateur ou l'animateur
devient moins serein, plus directif. Ça se sent tout de suite et tout d'un coup, la dynamique va changer du tout au tout. Plus vous êtes vraiment serein, plus ça se passe bien. J'ai beaucoup aimé la phrase d'un participant, c'était il y a quelques jours, qui m'a dit « De toute façon, on est tous bac plus un mois en Zoom. » Oui, c'est vrai. Donc, on fait tous des erreurs et ça se passe très bien. Voilà mes conseils. Et évidemment, pour aller plus loin, je serai à votre disposition et vous aurez mon calendly pour prendre un créneau si vous le souhaitez dans mon agenda par la suite. Pour aller plus loin, un conseil qu'on pourra voir ensemble individuellement si vous en avez besoin, vous pouvez prototyper des livrables, c'est-à-dire rendre concret dans les documents que vous créez, les Google Documents ou Klaxoon, créer des templates qui vous permettent de prototyper, de créer tout de suite un livrable, une idée, un concept, une offre à tester auprès des clients et des collaborateurs pour rentrer dans cette logique d'itération. Et c'est très utile. On va passer maintenant à la dernière étape de cet atelier. Il est 16h40. Je voulais qu'on garde un petit peu de temps pour vous faire toucher la collaboration à distance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et vous permettre de nous dire sur les prochains mois ce que vous avez besoin d'animer à distance et les bonnes pratiques que vous pourrez échanger les uns avec les autres. Et pour cela, je vais vous proposer d'utiliser un outil, Klaxoon, que je vais vous présenter avant de vous donner les éléments pour vous y connecter. Et donc, on pourra l'expérimenter pendant les 20 dernières minutes, à la fois ensemble et en sous-groupe. Alors, Klaxoon, c'est un outil donc, de production sur lequel on se connecte très facilement. Je vous en donnerai un code, donc vous pourrez vous connecter sur Klaxoon. Quand vous y arriverez, on vous demandera un pseudonyme qui est votre prénom, ce que vous voulez indiquer. Vous allez cliquer sur participer à l'atelier que je vous propose, puis sur continuer ou suivant en fonction des navigateurs que vous avez. Vous allez arriver sur un board qui vous propose un post-it. Ce post-it, c'est celui sur lequel vous allez écrire vos idées. Quand vous arriverez sur le board, je vous proposerai de fermer le post-it. Il y aura une petite croix en haut à gauche, et je vous l'indiquerai, pour découvrir l'espace de brainstorm sur lequel vous allez rentrer. L'un des défauts de Klaxoon, et je vous le dis tout de suite parce que ça peut vous arriver, c'est d'être très sensible au touchpad. Donc très facilement, vous pouvez zoomer et dézoomer sur ce monde qui est le vôtre, cet espace de brainstorm, et vous pouvez par exemple dézoomer complètement et être à une vue de hauteur telle que vous ne voyez plus le board. Pour cela, il vous suffit de re-zoomer. C'est un espace en haut à droite de votre écran. Ou de dézoomer si vous avez trop zoomé. Donc ça, c'est un défaut de Klaxoon. Vous pourriez être perdu sur le board. Et vous pourrez également déplacer vos idées en cliquant sur « Déplacer » et il vous faudra sélectionner vos idées. C'est l'espace dans lequel nous allons aller maintenant. Donc, on va vous afficher le code que vous pourrez rentrer dans votre navigateur. Vous pouvez donc taper dans votre navigateur Internet maintenant app.klaxoon, klaxoon.com et rentrer ce code que vous voyez affiché à l'écran, que je vais également vous mettre dans l'outil Converser, ainsi qu'un lien si vous souhaitez y accéder tout de suite. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez également scanner le QR code qui est juste à côté du code Klaxoon. Je vais attendre une minute que vous y soyez. Pour ceux pour qui je vois la vidéo, faites-moi un petit signe de la main, s'il vous plaît, quand vous y êtes. Super. Je vois quelques personnes qui sont connectées. Oui, super, génial. Parfait, très bien. Donc, vous êtes sur Klaxoon. Si jamais vous avez un problème technique pour vous connecter, vous allez très prochainement être en sous-groupe. Vous pourrez demander de l'aide à vos collègues qui savent utiliser Klaxoon. Sinon, je pourrais vous y aider sans problème. Vous pourrez m'envoyer un message dans l'outil Converser pour me dire que vous avez un problème. Mais dans cet intervalle, ce que je vous propose, c'est donc maintenant d'aller sur
klaxoon et de prendre 3 minutes pour indiquer ce que vous avez aujourd'hui besoin d'animer à distance. Donc un post-it sur l'espace, qu'avez-vous besoin d'animer à distance sur klaxoon. Et pour ce temps de réflexion individuelle, on va vous mettre une petite musique pour vous permettre de réfléchir. Donc, qu'avez-vous besoin d'animer aujourd'hui à distance? C'est parti pour 3 minutes. Isabelle, peut-être arrêter doucement la musique pour passer à... Merci beaucoup, c'est extrêmement riche. Donc effectivement, on va des réunions de travail avec des clients à des kick-offs, codir, formation, c'est des situations très variées. Ce que je vous propose pour conclure cet atelier et commencer la collaboration à distance, outre les conseils que j'aurais pu vous donner jusqu'à présent, que je pourrais continuer à vous donner si vous le souhaitez par la suite, c'est de vous permettre d'échanger sur chacune de ces occasions d'animer à distance que vous venez d'évoquer, les bonnes pratiques que vous avez jusqu'à présent. Donc, je vais vous diviser en sous-groupes avec Zoom. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vécu les sous-groupes sous Zoom, sinon c'est une première. Et je vais vous envoyer tout de suite en sous-groupe. On va prendre un tout petit peu moins de 10 minutes, 9 minutes pour avoir un mot de conclusion et vous libérer à l'heure. Alors, vous serez normalement 4 à 5 participants par salle, ce qui vous permettra d'échanger, à la fois de vous présenter si vous ne vous connaissez pas et de partager vos bonnes pratiques sur les situations que vous venez d'évoquer. Et on se retrouve dans un peu moins de 10 minutes. À tout à l'heure. Alors, si vous avez des difficultés à rejoindre la salle de conférence, vous retournez dans Zoom et vous pouvez voir en bas de votre écran rejoindre la salle de conférence. Alors, Marilyn, Armel, Camille, Barbara, est-ce que vous avez des difficultés? N'hésitez pas à activer votre micro et à me le dire pour que je puisse vous aider si vous souhaitez rejoindre votre salle de conférence. Bon, merci d'être de retour en séance principale. Les autres participants vont nous rejoindre. Donc, à nouveau, quand je vous dis que rien ne se passe jamais comme prévu, Wim, étant l'animateur, m'a donné les droits pour que je puisse ouvrir les groupes. Et problème technique, je n'ai plus les droits pour faire revenir les participants. Ils vont donc revenir d'eux-mêmes. Et ce sont les aléas du technique. Ils auront donc plus de temps pour échanger. Donc, merci à vous en tout cas. J'espère que l'échange vous a été utile. Wim vous transmettra la présentation que je vous ai faite avec mon Calendly. Si vous souhaitez poursuivre l'échange, si vous avez besoin de quelques conseils, vous pouvez prendre un créneau dans mon agenda et je serai ravie de vous répondre. La présentation est terminée. En attendant que l'ensemble des participants se joignent à nouveau dans la séance principale quand ils pourront, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt.